Christophe Lalongue, vous n'êtes pas le régional de l'État, mais vous êtes un régional, vous êtes directeur général de l'ARS Grand Est. Comment vous réagissez à tout ça et en fait, la question qui se pose vis-à-vis des médecins libéraux et cette évolution qui est souhaitée par tout le monde, c'est comment peut-on soutenir davantage la capacité d'innovation des médecins libéraux? Est-ce que vous avez la réponse? En tout cas, c'est la bonne question. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de retrouver beaucoup d'amis, de visages connus que je salue. Je vais essayer d'être un porte-parole efficace des ARS. Je parle sous le contrôle de mon président, Jean-Yves Graal, et de Patrice Richard, qui est à ses côtés. Parce que je crois profondément que sur ces questions, les ARS, les directeurs d'ARS ont un point de vue très commun. Alors, bon, dans les bandes dessinées de mon enfance, Astérix, il y avait souvent une scène pathétique qui est que la galère traversait une mer et allait être attaquée par des pirates. Au moment où les pirates apparaissaient à l'horizon, le chef de la galère disait aux rameurs « Mes chers associés, une difficulté est apparue, nous devons combattre ». Et les chers associés répondaient « Ah mais ça c'est pas prévu dans le contrat ». Et évidemment ça se terminait très mal pour la galère qui était coulée par les pirates. Et j'ai un peu l'impression que c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans le système de santé. C'est-à-dire côté pirate ou côté galère? Je suis côté galère. Les pirates, ils s'appellent tout ce qui a été très bien dit par les uns et les autres et qui sont des défis absolument redoutables pour notre système de santé. Et notamment parce que la réponse à ces défis, elle passe par ça a été dit aussi par tous les intervenants précédents, par un changement assez fondamental d'équilibre dans notre système, et parce qu'il faut développer rapidement la prévention, la promotion, l'accompagnement des personnes tout au long de leur vie, et jusqu'à leur éducation, leur soutien, la coordination, et que c'est à cette condition qu'on peut d'abord diffuser un progrès médical formidable et par ailleurs faire face à des contraintes économiques qui vont se durcir pour une raison simple, c'est que ce sont fatalement des systèmes solidaires, et qui dit système solidaire dit financement par prélèvement obligatoire, donc avec des contraintes particulièrement fortes. Donc cette équation qui est défi, enjeu et contrainte, pour moi, elle appelle une seule réponse, la performance. Mais quand on dit performance, de mon point de vue, et c'est là où je me tourne, si je puis dire, vers l'ensemble des rameurs, quand on dit performance, c'est d'abord une capacité à ce qu'on travaille bien ensemble. Aujourd'hui, développer la prévention, la promotion, l'accompagnement, c'est d'abord généraliser, renforcer le travail en équipe entre les professionnels, entre les acteurs. Et c'est le faire dans des conditions où on peut obtenir des résultats, les mesurer, les faire reconnaître et rémunérer en conséquence ces acteurs qui ont produit la performance. Alors, je dis, ça peut paraître un peu général. Moi, j'observe avec mes collègues directeurs d'ARS que ces dernières années, on a multiplié le soutien des initiatives des professionnels, vos initiatives, et que je vais donner un seul exemple parce que il me paraît très significatif de ce qu'on doit essayer de promouvoir. Nous avons démarré en Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Grand Est des opérations de dépistage du diabète. Ce sont des opérations qui associent les pharmaciens et le médecin traitant avec un dépistage simple en pharmacie qui permet d'adresser au médecin traitant des patients qui sont sélectionnés sur la base du risque qui a été constaté. Et après, avec une boucle qui fait que le médecin traitant va, à cette occasion, pouvoir mettre en œuvre des traitements précoces et donc éviter une forme de coût majeur dans le cas du diabète, qui est une prise en charge trop tardive et des complications. Donc, c'est un système de travail, de coopération entre des acteurs qui va produire une performance qui est majeure parce que plus de prévention, plus de dépistage, moins de complications, moins d'hospitalisation, moins d'amputations, ça se chiffre et ça se chiffre à des niveaux très élevés. Je pourrais aussi prendre l'exemple de ce qui a été démontré sur les opérations pas RPA avec toutes leurs limites, tous leurs défauts.
Quand dans un cas de PAERPA, et c'est le cas à Nancy où il y a près de 900 programmes personnalisés de soins qui fonctionnent à l'heure actuelle, on voit tout de suite que c'est un facteur de bon travail entre un médecin, une infirmière, mais entre un médecin et un EHPAD, mais entre un médecin traitant et les services d'accueil des urgences. Et à cette occasion, on peut mesurer que réduire les hospitalisations en urgence, réduire les durées d'hospitalisation, c'est un objectif qu'on peut se fixer, qu'on peut atteindre si on est capable de travailler et de mieux travailler ensemble. Oui, Donc, non, pour justement, résumer... parce que vous parlez de PAERPA, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. C'est toujours à l'état d'expérimentation. Alors, les médecins libéraux se sont reculés par rapport à ça, sont sortis. Alors, au niveau de la méthode, parce qu'il y a des expériences toujours intéressantes, mais comment passer la vitesse supérieure? Alors, je pense d'abord qu'il faut, et ça c'est tout à fait dans le prolongement de ce qu'a dit Nicolas Revel, je pense qu'il faut acter un certain nombre de choses qu'on a démontrées. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la performance, c'est le travail en équipe. La performance, c'est la coordination entre les professionnels. Qu'est-ce qu'on a démontré aussi? C'est que mobiliser les professionnels, les faire s'engager, c'est d'abord les rendre responsables, les considérer comme des responsables, leur donner une autonomie, des moyens pour assurer cette responsabilité. C'est en fait les rendre responsables de la santé d'une petite partie de la population dans un territoire. Et c'est cette responsabilisation populationnelle qui est le vrai moteur. Qu'est-ce qu'on a démontré aussi? C'est qu'on peut mesurer les résultats. Il y a des résultats qu'on peut mesurer. Et quand on peut mesurer des résultats... Excusez-moi, la politique populationnelle aujourd'hui en France n'est pas développée. Non, mais je vous dis, qu'est-ce qui sort... Un médecin n'est pas responsable d'une population. Vous avez tout à fait raison. Donc mais moi, je vous dis... Si c'est le but, comment faire après, on aura une demi-heure de discussion. Alors, donc, comment faire? pourra témoigner, mais on bute toujours ça. Les intentions sont bonnes, mais on n'arrive jamais à ce qu'il y ait une appropriation ou que ça vienne des médecins et que ça avance plus vite. Il faut renverser la perspective. Renverser la perspective, c'est se situer d'abord par rapport aux initiatives des professionnels. C'est se situer dans un contexte où, dans un territoire donné, des professionnels vont se faire confiance parce qu'ils se connaissent et qu'on peut essayer d'accompagner ce mouvement. Alors, vous allez me dire, si c'est facile que ça, pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense qu'il nous manque d'abord un cadre d'accompagnement qui permette à des professionnels de dégager du temps pour monter des projets et les faire vivre. Il nous manque un cadre d'appui financier, parce que ça, du temps de professionnel, ça se paye. Il nous manque un cadre, notamment en termes de systèmes d'information qui permettent de faciliter ces échanges, de la messagerie, de la télémédecine, tous les outils de coopération informatisée. Il nous manque peut-être des signes forts du niveau national sur ce qu'est le travail en équipe et notamment la capacité à développer en France la participation des infirmiers, des pharmaciens, de tous les autres professionnels de santé sous l'égide d'un médecin. C'est un signal qui manque ou au contraire c'est de la souplesse? C'est un signal pour faire de la souplesse. Et ça rejoint ce qu'a dit Nicolas Revel tout à l'heure. Il ne veut pas donner plus d'argent, alors on n'y arrivera pas. Ah, mais je ne crois pas que c'est une question d'argent. On s'est mal compris, là. Si, financer le temps. Non. Alors, financer le temps, je vais vous dire très simplement, ce n'est pas une question d'argent. Nous, avec l'URPS, on s'apprête à proposer une aide au montage des communautés professionnelles de territoires de santé, les CPTS. Et en gros, c'est 100 000 euros sur 3 ans, avec un petit budget de 15 000 euros dès le démarrage pour essayer de tout de suite de mettre en place un minimum d'actions. Je ne sais pas combien il y aura de CPTS si ça marche dans la région Grand Est. C'est pas beaucoup, vous dites? Ah. Non, attendez. On va voir les autres ARS. Bon. Mais quand on dit que le FIR de la région Grand Est, c'est 323 millions, il y en a aujourd'hui 100 millions qui vont au financement d'investissements hospitaliers ou au soutien des cycles d'exploitation. Et cette opération de montée en régime des CPTS, elle est chiffrée pour nous aujourd'hui à une vingtaine de millions d'euros. Bon. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Mais après, une fois qu'on a dit ça, ça revient à ce qu'a dit Nicolas Revel, c'est probablement aussi une question d'organisation et une question de définition d'outils
permettant de transformer des initiatives et des innovations locales en dispositifs, démarches de grande envergure. Donc, je ne dis pas que le problème peut être résolu de manière simple et au seul niveau de l'ARS. Ce que je dis simplement, c'est qu'on peut enclencher et soutenir un mouvement à partir des initiatives de professionnels. Et après, effectivement, il faut le construire dans un cadre qui est forcément un cadre de... je vais donner un autre exemple quand même, parce que celui-là me paraît extrêmement facile à initier. On est tous convaincus ici dans cette salle qu'on ne peut pas continuer comme ça dans les questions de soins non programmés, de recours anarchique aux urgences, de saturation des services d'urgence des hôpitaux. On sait tous que la réponse est probablement de faire en sorte que des médecins de ville puissent davantage prendre en charge des soins non programmés quand ils ont la possibilité de le faire. On sait que ça suppose qu'on les rémunère, parce que prendre l'engagement d'accueillir une personne au milieu de sa patientèle, de sa journée de travail, ça doit être rémunéré parce que ça correspond à une véritable charge. On sait que ça peut s'accompagner on va dire, de transports adaptés, parce qu'on sait qu'on peut financer aussi des gardes ambulancières pour faire en sorte qu'un patient puisse accéder à un cabinet libéral dans la journée, etc., etc. Ça coûte très très peu cher et ça rapporte énormément si on est capable de désengorger des services d'urgence et de faire en sorte qu'on améliore très fortement la qualité de prise en charge sur des choses sur lesquelles aujourd'hui... Pourquoi ça ne se fait pas, non? Alors, pourquoi ça ne se fait pas? Je ne dis pas que... et c'est là où je pense que notre responsabilité collective, et là je rejoins complètement ce qu'a dit Nicolas Revel, notre responsabilité collective, elle est engagée aujourd'hui. Si ça ne s'est pas fait, peut-être que le péril n'était pas assez évident. Si ça ne s'est pas fait, c'est peut-être aussi parce que je pense que des prises de conscience, à la fois chez les professionnels et chez, on va dire, l'assurance maladie ou les ARS ou l'État, n'étaient pas assez avancées. Mais je crois que si on raisonne positivement, le moment est venu comme l'a dit Nicolas Revel, de profiter de cet alignement de planète. Christophe, est-ce que tous les matins dans ton bureau, vous vous réunissez avec le président de l'URPS? Tous les lundis matins. Tous les lundis matins. Tous les lundis matins, oui. Alors, la présidente de l'URPS Grand Est, qui est dans la salle, sera probablement, comment on va dire, aura une vision probablement plus nuancée du rôle de l'ARS Grand Est, mais c'est normal, c'est fonctionnel. Moi, je vais donner un exemple qui ne concerne pas ma région, mais l'URPS Centre-Val de Loire. Je ne sais pas si elle est représentée dans la salle. Oui, ils sont tous présents. Bon, a engagé, et je parle sous votre contrôle, voilà, a engagé une dynamique de soutien à la mise en place des CPTS, avec bien sûr le concours et le soutien de l'ARS, mais enfin, c'est une initiative de l'URPS. C'est une initiative qui m'a paru particulièrement intéressante parce que le point de départ a été une réflexion sur l'accès à des soins spécialisés, qui sont des soins spécialisés, on va dire, incontournables, cardio, etc., etc. Et à partir de là, le seul fait de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès aux soins spécialisés, comment est-ce qu'on peut garantir que dans la région Centre-Val de Loire, il y a un travail coopératif entre médecins traitants, médecins spécialistes, pour essayer sur un petit nombre de spécialités de faciliter, réduire les délais, pour dire clairement les choses, faire que les gens ne fassent pas 150 km pour attendre un an de voir un ophtalmo, eh bien, à partir de ce seul petit fil qui a été tiré, et je parle encore une fois de l'URPS Centre-Val de Loire, on a constaté une mobilisation, une dynamique, et qui va s'étendre. C'est-à-dire que ce n'est pas le petit fil qui a été tiré à travers ces problèmes d'accès aux soins spécialisés, il va être utilisé pour travailler sur les soins non programmés, sur la prise en charge du diabète, sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, etc., etc. Donc, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est... En tout cas, ça avance et il y a une prise de conscience. Voilà. Nicolas Revel. Non, je voulais juste... c'est évident qu'on a une... C'est difficile parce que tout ceci ne fonctionne que s'il y a une mobilisation des professionnels de santé qui, exerçant de 7-8 heures le matin à pas d'heure le soir, sont dans leur exercice et n'ont pas forcément le temps, l'envie de consacrer toute l'énergie qu'il faut pour mobiliser des confrères, déclencher des mécaniques, des dynamiques territoriales sans lesquelles on ne construit rien. Donc on est d'une certaine manière dépendant
de ces dynamiques territoriales, mais qui sont souvent individuelles, et qui vont pouvoir, le cas échéant, s'adosser à un pôle, une maison de santé qui peut avoir un élément moteur. Donc, si on est en permanence en train de se dire ça ne décollera que par la bonne volonté des acteurs, la capacité des ARS, des URPS, de l'assurance maladie à bien travailler, on fera toujours un peu mieux. Enfin, on sera toujours un peu coincé par le fait que c'est compliqué. Parce qu'il faut embarquer, non pas des directeurs de CHU, là, il faut embarquer des dizaines et des centaines de milliers de professionnels de santé qui sont dans un exercice plutôt solitaire et spontanément qui n'ont pas le temps d'être dans ces constructions. C'est pour ça que, je le redis, à un moment donné, si on veut y arriver, le mode de rémunération et de tarification est forcément un levier qui oblige à... si, comme vous le faites dans certaines régions, on dit, regardez, on va faire des CPTS, on fait descendre 100 000 euros sur la CPTS. C'est une première réponse, je pense qu'elle est non négligeable. Est-ce que ça suffit à ce que la CPTS soit un lieu habité, approprié par les professionnels de santé? Je n'en suis pas certain. Ce qu'il faut pour que ce soit le cas, c'est qu'il y ait une démarche qui remonte. Bon. Et donc, pour que ça remonte, il faut aussi que le professionnel de santé, on lui donne quelque part les signaux économiques qui le mettent dans cette disposition. Donc, c'est pour ça que la réflexion sur les modes de rémunération, elle est extrêmement importante. Et le cadre qui permettra demain, parce que c'est très compliqué de faire bouger des modes de rémunération, vous bougez des lignes, vous avez tout de suite des craintes de perte de gagner par rapport à des situations à peu près stabilisées, par ailleurs sous tension budgétaire. Donc, c'est pas comme si on disait... comme il y en a du plus, à la limite, on se partage des gains. Là, quand c'est tendu, vous déplacez des modes de rémunération, vous avez forcément des craintes. Bon. Donc, il faut expérimenter d'abord. Bon. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, à un moment donné, de dégripper notre capacité à très vite expérimenter des modes de tarification et de rémunération qui obligent quelque part et favorisent le fait que les acteurs se décloisonnent et travaillent ensemble. Si on prend d'autres exemples génériques, par exemple, ça a décollé parce que le mode de rémunération a été modifié et la chirurgie ambulatoire de même. Donc, est-ce qu'on ne peut pas appliquer ce genre d'exemple en l'adaptant, évidemment? Oui, mais le générique, attention, le générique se substitue parce qu'à un moment donné, on a 23 000 officines. Oui, les pharmaciens gagnaient plus. Et on fait un partage des gains. De toute façon, d'une certaine manière, sur les actions de pertinence et tout ce qui va favoriser l'efficience médico-économique, moi je suis convaincu qu'il y a certes la puissance de la recommandation de la HAS, que chaque médecin se dit chaque matin, suis-je en train de scrupuleusement la respecter. Enfin, il y a aussi... clairement pour moi, là encore, la nécessité d'inventer, la ROSP a été une partie de la réponse, mais on peut imaginer d'autres choses qui, que ce soit sur une pratique professionnelle, une prise en charge, un parcours, un épisode de soins, réintroduit. On a fait dans la charge des produits, on a repris un fil qu'on tire sur la RAC, mais qu'on a au-delà de la RAC, qui est une technique comme une autre, on a regardé comment, dans certains pays, on tarifie la prothèse de hanche. Et notamment la question de la réintervention. On a dit, tiens, il y a un modèle qui est intéressant, c'est que, importé de Suède, mais qui est qu'on paye dès la première intervention plus, et le plus étant à peu près le coût que coûte la réintervention. Sauf qu'on ne paye plus la réintervention. Alors évidemment, on va moduler ce supplément en fonction du profil du patient, parce que le risque de réintervention n'est pas le même selon les patients. Il faut faire attention à ce... Et la RAC, c'est largement diffusé ou on en est... Non. Et après, et donc celui qui... Là où il y a une réintervention, il n'y a pas de deuxième paiement. Quand on est évidemment opéré dans un autre établissement que celui qui a fait, il y a une refacturation. En Suède, il y a eu une baisse du taux de réintervention spectaculaire. Pourquoi ? Parce que là, l'équipe, l'établissement, évidemment, se dit, la réintervention, ce n'est pas de l'argent en plus, c'est de l'argent en moins. Donc on fait attention. Bon. Et c'est quelque chose qui, à la limite, je termine, dans notre modèle, quelque part, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'économie assurance maladie. C'est qu'on ne dit pas, on va réallouer le coût de la réintervention, moins notre dîme de 20%, parce qu'il faut bien faire des économies. On dit très bien, on réalloue 100%. Et quelque part, voilà, il y a une prime à la qualité. Et là, c'en est où alors en France, ce système ? Ça fait partie, à mon sens, on l'a mis dans charge des produits, ça fait partie, à mon sens, des beaux sujets sur lesquels nous aurions, à mon avis, vocation à regarder comment le faire. On ne le fera pas du jour au lendemain. Il faut pouvoir, là encore, c'est toujours pareil, il faut pouvoir expérimenter des choses, mais quand on parle
quand on dit en France expérimentation, tout le monde part en courant. Bah, Parce que faut tout le dire monde l'expérience, considère c'est pas que très le truc probant. va mettre 4 ans à démarrer et n'aboutira à rien. Donc C'est tout le cas en l'enjeu général. Ouais. va être demain de nous doter d'une capacité à expérimenter de manière rapide, Et efficace. pourquoi pas en faire tirer des quelque opérations chose. pilotes, c'est-à-dire décider qu'on modifie la rémunération et l'adapter? Pourquoi toujours faire des expérimentations? Soit il y a l'expérimentation qui se perd dans les limbes, on a vu pour PAERPA, Moi, télémédecine. Non, je pense qu'on est capable demain de pouvoir avoir des expérimentations avec des cycles beaucoup plus rapides. D'abord pour les engager, ensuite pour les évaluer et ensuite pour en faire quelque Sans chose. le Parce cahier des que charges de 30 pages. en revanche, je ne pense pas que de dire à tous les établissements de chirurgie orthopédique du jour au lendemain, on a une super idée à la CNAM et vous allez tous procéder avec la nouvelle tarification sans qu'on puisse tester un tant soit peu. On pourra faire des rapports, en reparler chaque année à la Baule. Je crains que ça ne voit pas le jour. Donc je préfère avancer de manière plus pragmatique.